RMC, After Italy, Jérôme Sillon. Salut à tous, merci de votre fidélité à l'After Italy. Vous nous écoutez, vous nous regardez sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Chaque semaine, dans l'After Italy, on part à la découverte des clubs, des histoires, des joueurs du football italien. Avec, comme chaque semaine, notre drôle de dame italienne, Johan Crochet. Ciao Johan. Salut Jérôme, ciao à tutti. Et avec Loïc Moreau. Salut Lolo. Salut Jérôme, salut tout le monde. Dans l'After Italy aujourd'hui, la renaissance de Moiskin à la Fiorentina, club avec lequel l'attaquant italien est le deuxième meilleur buteur de Serie A cette saison, formé à la Juventus, plusieurs fois prêté et notamment au Paris Saint-Germain. Moiskin s'était perdu chez les Bianconeri, le voilà ressuscité, devenu incontournable en sélection avec la Nazionale. Comment Moiskin est enfin devenu prophète en son pays? Pour nous aider à répondre à cette question, on accueille Thomas Hurtaud. Salut Thomas. Salut à tout le monde. Thomas, tu as joué avec Moiskin lors de sa première véritable saison pro avec le Hellas Vérone. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, question très importante. Comment est-ce qu'on prononce Moiskin? Est-ce Moiskin? Est-ce Moisken? Qu'est-ce qu'il en dit l'intéressé? On l'écoute. Non, moi je l'appelle Moiskin. Mais c'est vrai. Il mio nome è Moiskin. C'est Moiskin. Moisken. Bon, même lui, il n'est pas sûr en fait. Comment tu l'appelais toi, Thomas? Moi, je l'appelais Moïse, donc c'était plus facile. Johan, comment il veut qu'on l'appelle? Enfin, il s'est prononcé là-dessus ou c'est vraiment l'ambiguïté là? C'est l'ambiguïté parce que quand il est en Italie, il dit Moisken, on l'a entendu dans le sonore. À la Juve, c'était Moisken. À la Fiorentina, on lui a reposé la question parce qu'entre-temps, quand il a été à Everton ou en France, il disait Moiskin. Donc c'est assez aléatoire visiblement. Moi, j'avais commencé avec Moisken, forcément avec la Juve. Quand je le vois à l'étranger, il parle de Moiskin, donc j'étais passé sur Skin. Et maintenant qu'il est revenu en Italie, je suis repassé à nouveau sur Moisken, donc je vais l'appeler Moisken. Ouais, ça c'est peut-être le passage à Everton qui fait ça. Hein. Robbie Keane, Roy Keane, c'est peut-être pour ça aussi qu'il... Mais en fait, on s'accorde pas sur le nom de famille, déjà c'est un problème, mais même sur le prénom, puisqu'il le prononce en italien. Moïse devient Moïse. Donc Moïse Keane ou Moïse Ken, enfin bon bref, c'est un bourbier. Bon, c'est pas très grave, l'important c'est qu'on parle de lui. Thomas, donc tu l'as connu lors de la saison 2017-2018 au Hellas Vérone, c'était donc sa première véritable saison professionnelle, 19 matchs, 63% de titularisation, il avait marqué 4 buts. Quel souvenir tu gardes de ce passage au Hellas Vérone, de ces grands débuts de Moiskin? Ouais, c'était sa première expérience loin de Torino. Déjà un mec, bon, il était jeune, hein, il était encore mineur, mais super mec, très gentil, bien éduqué. Et il est venu chez nous avec plein d'ambition, avec la fin, on va dire, de démontrer. Ce qui n'est pas forcément facile quand on arrive à la Juve, un club comme Hellas Vérone, avec tout le respect que j'ai pour Vérone par rapport à la Juve, c'est deux clubs complètement différents. Mais il est arrivé, il s'est mis à disposition. Malgré son jeune âge, il avait une envie voilà, de démontrer que en fait, il avait tout à se construire, même s'il venait de la Juve. Et il s'est très bien adapté. Tout le monde l'a vraiment apprécié en tant que joueur, mais en tant qu'homme. Même s'il était encore mineur, en tant que jeune garçon, on va dire. Mais voilà, il a progressé beaucoup avec nous. Il nous a apporté déjà pas mal de choses à l'époque, alors qu'il n'avait pas une grande expérience. Mais un joueur qu'on savait qu'il allait faire une carrière assez importante, parce qu'il avait des caractéristiques, surtout pour le football italien, qui n'étaient pas communs, on va dire. Donc, non, c'était sympa de le rencontrer à Vérone. Après, nous, on a vécu sur le plan collectif une saison difficile. Mais lui, même si c'est l'une des blessure sur la fin de saison, mais au final, c'est une saison quand même qui reste positive pour lui pour une première expérience en Turin. Johan, c'est un garçon, Moiskin, qui a un parcours assez atypique dans le football italien. Ouais, atypique, je sais pas. Disons que ses parents étaient ivoiriens. Ils sont arrivés au début des années 90 à Turin, enfin à côté de Turin, dans le Piémont. Et lui, il a commencé au Torino. Il est d'abord repéré par le Torino, l'autre club de Turin, le club populaire de Turin, diront certains. Et à 10 ans, c'est la Juve qui le récupère, et parce que tout simplement le niveau de compétition de la Juve est bien plus élevé que le Torino. Et généralement, c'est gage quand même d'arriver en professionnel quand tu fais toutes tes classes au sein du centre de formation de la Juve. Et en fait, c'est un joueur qui a impressionné assez jeune, évidemment par sa structure physique qui était peu habituelle en Italie, par sa capacité évidemment à marquer des buts, à sauter les échelons aussi, parce que entre les U15
en sélection italienne avec la Nazionale. Entre les U15 et les U21, il a mis 3 ans seulement pour gravir tous les échelons. Donc c'est quelqu'un qui allait très très vite. Il débute à 16 ans et 9 mois. Donc c'est le premier joueur de 2000 à débuter en Italie. 3 jours après ses débuts en championnat, il débute en Ligue des Champions aussi contre Séville. Donc là encore, c'est le premier joueur de 2000 à jouer en Ligue des Champions. Donc non pas qu'il ait été toujours surclassé, mais il avait ce profil qui lui permettait en jeune de faire beaucoup de différences. Et même après, quand il arrivait en professionnel, ce profil-là, cette puissance, cette rapidité, cette capacité à prendre de la profondeur, tout ça lui a permis aussi d'arriver assez naturellement et un peu tôt chez les professionnels, où il a quand même réussi lors de sa première saison à Vérone à faire quelques différences et à se montrer quand même très rapidement, j'allais dire sous un beau jour, c'est pas vraiment ça, mais c'est de montrer qu'il avait des qualités qui pouvaient intéresser un peu tous les entraîneurs. 4 buts marqués cette saison-là et ensuite plusieurs prêts. Lolo, il a été prêté pour s'aguerrir, mais du coup il s'est aussi cherché. Ouais, il a même été vendu en fait par la Juventus à Everton, et c'était assez surprenant parce que Yo le disait, à l'époque c'était pas il y a si longtemps, mais on va dire pour les plus jeunes, c'était il y a 10 ans, il était considéré comme un crack, un vrai crack. Je veux dire, c'était un nom qui revenait régulièrement dans les pépites un peu du foot européen. Effectivement, il va signer à Everton, faire ce move. Effectivement, on se dit pourquoi pas, parce que il avait les caractéristiques aussi pour jouer en PL. Ça va pas très bien se passer. Alors après, c'est pas uniquement de son fait. Il va arriver dans une saison compliquée où il y a plusieurs entraîneurs qui vont se succéder. Je crois qu'il commence avec Marco Silva. Il finit avec Carlo Ancelotti. Donc une saison vraiment, je pense, sa pire saison en carrière, celle à Everton. Et du coup, Everton va le prêter au Paris Saint-Germain notamment. La plupart des supporters du PSG s'en souviennent. Il va faire des très bons débuts avec le PSG. Il va même faire plutôt une bonne saison, honorable. Mais derrière, voilà, il y aura pas de prêt, de nouveaux prêts au PSG. Il sera prêté avec option d'achat obligatoire à la Juve. Donc il reviendra au point de départ avec des hauts et des bas, on va dire. Comment ça s'est passé justement ce retour à la Juve après une saison au PSG? Moi, j'avais eu la possibilité de le commenter ces matchs. Il m'avait vraiment tapé dans l'œil. Il avait marqué 13 buts en 26 matchs, qui sont quand même des très belles stats pour un attaquant. Et son retour à la Juve en 2021, Johan, comment il est accueilli à son retour et comment se passe la suite de sa carrière dans le Piémont? Alors, il est très bien accueilli parce qu'on se souvient de ce qu'il avait été capable de démontrer lors de ses premières saisons en Italie. Donc, on attendait, surtout parce qu'en Italie, on ne suit pas forcément beaucoup le football étranger. Alors, la Première Ligue, quand même un petit peu, la Ligue 1 beaucoup moins. On s'attendait à ce qu'il ait progressé sur certains domaines. Tous ces entraîneurs disaient, voilà, physiquement, athlétiquement, sur la capacité à prendre les espaces, à bien bouger sur la ligne d'attaque. Même techniquement, grosso modo, sa technique de base est intéressante, sa technique de contrôle pour se mettre le ballon dans le sens du but est intéressante, mais on s'attendait à ce qu'il ait fait des progrès sur l'intensité, sur techniquement aussi sa propreté dans le jeu associatif avec les autres joueurs, et on l'a pas vraiment eu. Mais en plus, il n'était pas aidé par le contexte. Sincèrement, c'est évidemment un joueur de rotation. Il y avait des joueurs devant lui qui étaient plus importants et avec des statuts différents. Allegri le faisait jouer aussi parfois sur les côtés. Donc ailier à droite, ailier à gauche. Moi, j'ai toujours trouvé ça très étrange parce que je lui voyais pas les qualités d'un ailier, surtout pour ce qui lui était demandé à la Juve. C'était aussi un football avec Allegri qui n'était pas spécialement fait non plus pour les attaquants, pour les joueurs offensifs. C'est un bloc très bas qui joue très loin du but adverse. Donc quand tu joues sur le côté en plus, bah t'es vraiment très très loin du but et on te demande un travail défensif. Et il y a aussi, lui, il n'a pas su saisir sa chance les quelques fois où il a été titularisé. Je regardais avant l'enregistrement sur, non pas la dernière saison, mais les 2 précédentes, il est à 16 titularisations, toutes compétitions confondues. La Juve, ces saisons-là, fait environ 55 matchs en moyenne. Donc on est sur un joueur qui a de temps en temps sa chance dans des rotations ou après des matchs de Coupe d'Europe ou sur des séries où il est absent, des suspendus, des joueurs titulaires qui sont pas là. Mais globalement, c'est un joueur d'appoint et on va l'évoquer quand il arrive à Florence. Tout change pour lui et c'est d'ailleurs lui qui le raconte à quel point il a été bien accueilli et on lui a fait sentir qu'on voulait qu'il réussisse aussi à la Fiorentina et que le jeu allait beaucoup passer par lui. Avant de parler justement de cette saison incroyable qu'il réalise sous les couleurs de la Fiorentina, Thomas, quel regard tu portes sur son évolution, son parcours, ses différentes expériences à l'étranger et ensuite son retour à la Juve? Là, je pense que tout le monde a bien résumé en fait la carrière aujourd'hui de Moïse. C'est-à-dire que c'est un talent précoce qui a eu, on va pas dire des hauts et des bas, mais qui a eu
faire des expériences pour arriver là où il en est aujourd'hui et s'éclater dans le sens de s'amuser, où il se sent bien dans un collectif, où ses qualités sont mises en valeur. Donc du coup, on va dire que ça fait partie d'un parcours. Il y en a qui vont rester pendant 15 ans dans un même club et qui vont avoir ce poste, on va dire, de titulaire et enchaîner les matchs. Lui, il a dû un peu travailler encore plus, avoir la patience. Ça n'a pas toujours été facile, j'imagine, pour lui mentalement, mais au final, il en sort grandi de tout ça. Donc, ce qui fait qu'il arrive avec plus d'expérience, on va dire plus d'envie, parce que l'envie est toujours présente, mais ça n'empêche qu'il se retrouve dans un contexte aujourd'hui où il arrive à faire la différence. Donc, du coup, au final, il se retrouve dans le contexte parfait pour lui, avec un club et surtout un coach qui vraiment compte sur lui, avec un effectif et une équipe, au final, qui joue quasiment pour lui aujourd'hui. Donc, on va dire que ça a été long, mais au final, il est dans le bon timing, parce qu'au final, il reste assez jeune quand même. Donc, faut espérer que ça continue pour lui, parce que même sur la scène internationale avec l'équipe d'Italie, il a encore beaucoup à donner. Donc, non, c'est très, très intéressant. On va en dire un mot de la Nationale, mais d'abord, cette saison de la Renaissance, Lolo, les chiffres, s'il te plaît. D'abord, il a fallu sortir le chéquier quand même pour le faire venir, non ? Oui, effectivement. Bon, après, c'était pas un investissement inconséquent de la part de la Fiorentina, sachant que la Juve voulait vraiment s'en débarrasser aussi. 13 plus 5, c'est ça ? Ouais, 13 plus 5. Mais effectivement, quand on voit le rendement qu'il a cette saison, notamment toute compétition confondue, si on prend les chiffres de base, 41 matchs, 23 buts, 3 passes décisives, ce qui fait de lui quelqu'un de décisif par le but ou par la passe toutes les 123 minutes. Effectivement, tu l'évoquais en début de podcast, il est deuxième meilleur buteur de Serie A, derrière Matteo Retegui, l'attaquant italien de l'Atalanta. C'est une machine en fait à tirer et à bien tirer. Moise Kean cette saison en Serie A, c'est le joueur qui cadre le plus notamment, et quand on regarde la qualité des tirs qu'il fait, parce que c'est ce qui est important, bombarder ça sert pas à grand chose, mais si on regarde la qualité par rapport aux expected goals, on voit qu'il est aussi très bien classé. Il est sur le podium à la 3e place derrière Matteo Retegui, toujours lui, qui fait une excellente saison, et Dusan Vlahovic de la Juve, qui lui fait une moins bonne saison mais qui a la capacité aussi à se créer des occasions de qualité. Johan, comment tu expliques ce niveau de performance retrouvé cette saison de Moise Kean sous le maillot de la Viola ? Je pense que le plus important, c'est Moise Kean lui-même qui l'a expliqué. Je le cite quand on lui a demandé il y a quelques semaines pourquoi il réussissait à ce point cette saison, parce que c'est un peu la surprise d'un peu tout le monde, des observateurs, des gens du métier, même si évidemment, il avait des qualités, il avait un potentiel. Ça a toujours été un jeune qu'on a suivi, qu'on imaginait aller potentiellement assez haut, mais on avait un peu perdu confiance en ses capacités à vraiment éclore au plus haut niveau et à se montrer décisif dans des grands clubs. Et lui, il l'avait dit, je me sens plus fort mentalement, je me sens plus mature, et j'ai des gens autour de moi à Florence qui m'ont très bien accueilli et qui m'ont montré dès le départ qu'ils voulaient que je réussisse pour le club. Il y a déjà cet élément, la confiance évidemment pour tout joueur compte énormément. Alors on a un peu cette marotte de dire que pour les attaquants ça compte encore plus. Moi je pense que c'est valable pour tous les joueurs au même niveau. Il y a le système de Palladino aussi, l'entraîneur, qui est construit autour de lui, mais pas forcément dans un élément central de construction du jeu, mais plus de finition, c'est-à-dire utiliser ses qualités au maximum pour être en capacité de se créer des occasions et donc de marquer des buts. Les joueurs le cherchent énormément. C'est un jeu qui est très vertical, donc ça lui correspond aussi très bien de jouer derrière la ligne de défense, de trouver le moindre espace. Dans la surface de réparation, là, je trouve où il a vraiment progressé, c'est dans sa capacité à marquer dans plusieurs situations différentes et pas seulement prendre la profondeur, accélérer et marquer. Je trouve qu'il est beaucoup plus complet aujourd'hui. Et c'est très important pour la Fiorentina parce que autour de lui, hormis Beltran, il y a des joueurs offensifs qui sont en difficulté, qui ont été recrutés à l'intersaison. Je pense à Andrea Colpani qui avait été excellent à Monza mais qui a totalement disparu cette saison, à Nicolo Zaniolo qui probablement aura du mal à retrouver le niveau qu'il avait lorsqu'il a éclos totalement à la Roma, et d'ailleurs qui est un très grand ami de Moise Kean. Et il y a aussi l'Islandais Gudmundsson qui est assez décevant par rapport aux attentes qu'on avait autour de lui. Donc il y a sans doute de la maturité, de la confiance, un système de jeu qui lui convient très bien, et aussi des coéquipiers qui savent et qui ont compris maintenant à quel point il était important, et donc à quel point il faut le nourrir aussi en ballon au fur et à mesure des matchs.
Thomas, tu es d'accord avec cette analyse-là? Comment toi tu vois le niveau de perf actuel de Moise Kean, toi qui vis en Italie et qui vois ces matchs aussi le week-end? Non, c'est ça, il est devenu, tout à l'heure on disait, en fait il est devenu un joueur complet. Donc il a amélioré beaucoup de points. Après bien sûr la confiance elle est très importante. Mais maintenant la profondeur, garder le ballon, il défend aussi énormément, il participe à la phase défensive. Donc il est vraiment devenu complet. Après bien sûr qu'un attaquant vit de buts, après les buts appellent les buts, on le sait bien. Mais c'est vrai que personne s'attendait à autant de buts cette saison. Mais là, même son dernier match face à Rome, dans l'envie, dans tout ça, il a franchi un cap, même, je pense, mentalement, où il a pris vraiment conscience de ses capacités, mais aussi que voilà, il y a vraiment quelque chose à faire, surtout en Italie, et on en parlera après, comme tu disais, mais sur l'équipe internationale. Donc, il est vraiment au bon moment pour se jouer une grosse carte, on va dire, de ce qu'il a toujours voulu être, c'est-à-dire le top attaquant de l'Italie. Donc ça fait plaisir pour lui. Ouais. Tu parlais de ses qualités tout à l'heure quand tu l'as vu débarquer au Hellas Vérone. Qu'est-ce qu'il a amélioré selon toi et qu'est-ce qui fait que c'est un joueur différent des autres aussi par son profil? Non, déjà lui il avait cette force physique. Physiquement, quand il bloque le défenseur, il s'entoure à lui. C'est difficile de le prendre le ballon. Il obtient beaucoup de fautes. En plus, il fait jouer l'équipe parce que mine de rien, dans les déviations, il a compris en termes de temps de jeu, une touche, deux touches, quand elle est provoquée, il obtient beaucoup de fautes, il provoque beaucoup, il attaque la profondeur, son jeu de tête, il est bon. Donc, non, il est vraiment, le terme, c'est vraiment aujourd'hui un attaquant complet, et ce qui est difficile à trouver aujourd'hui quand même. Alors, il y a quand même certains aspects de son jeu, Lolo, qui méritent d'être améliorés, notamment un où il explose la ligne statistique en Serie A cette saison. Certes, mais effectivement, on va dire que là, on a un peu pinaillé. Il est tellement bon cette saison, effectivement, et Yo l'évoquait, le revers de la médaille d'être toujours sur la dernière ligne, entre guillemets, c'est qu'il se retrouve très souvent en position de hors-jeu. Effectivement, il y a un sacré différentiel entre lui, qui a été signalé à 52 reprises hors-jeu, et le deuxième, Ademola Lookman de l'Atalanta, qui a été signalé 2 fois moins. Donc effectivement, c'est un peu forcément la conséquence de jouer comme ça, un peu à la limite, et de toujours vouloir prendre la profondeur. Mais encore une fois, Thomas le rappelait, il est jeune, il a donc des axes d'amélioration, et tant mieux. Et ça en fait partie. Une fois qu'il aura gommé ça, jusqu'où il va aller, on verra bien. Tu disais, Johan, qu'il avait surpris. En termes de profil, en termes de profil, Jérôme, ce qui est intéressant sur les hors-jeux, c'est que les 2 saisons précédentes, le joueur qui était signalé le plus souvent hors-jeu, c'était Victor Osimhen. Et c'était lui aussi un joueur qui aimait beaucoup jouer sur la profondeur, qui était toujours à la limite, qui était toujours en train de naviguer dans le dos des défenseurs pour essayer de les prendre à revers. Et c'est plutôt bon signe. Il a cette qualité-là. Ouais, c'est plutôt bon signe. Il a cette qualité-là. Simplement sur la maturité, un élément aussi important, c'est que on l'avait vu parfois avoir du mal à gérer ses émotions. On se souvient de son entrée à Rome lors d'un Roma-Juve où il est expulsé 40 secondes après être entré en jeu pour avoir donné un coup de pied à Mancini qu'il avait un peu agrippé par le maillot, et l'arbitre n'avait pas sifflé la faute, donc ça l'avait beaucoup frustré. C'est quelqu'un qui a aussi eu des petits problèmes de discipline avec les U21, à tel point que Luigi Di Biagio, qui était à l'époque sélectionneur des U21, l'avait exclu, lui et Nicolo Zaniolo, donc les 2 grands potes, parce que il avait expliqué ils n'ont pas respecté les règles un certain nombre de fois, les règles de vie commune au sein de la sélection U21, notamment des retards réguliers aux réunions techniques, etc. Et peut-être qu'aujourd'hui, maintenant il a 25 ans, donc on l'a écarté de la zone des espoirs ou des futurs potentiels. Maintenant, c'est le moment aussi de montrer ce qu'il vaut, de montrer ses qualités, et surtout, il a un statut différent. Et je pense que le fait de passer de futur espoir, joueur de rotation, à élément essentiel, titulaire, sur qui on compte énormément et qui a une vraie incidence sur les résultats de son club, ça a pu aussi l'aider à progresser mentalement et lui permettre de gommer un petit peu toutes ces difficultés qu'il a eues par le passé. Alors, il a une clause dans son contrat fixée à 52 millions d'euros qui est valable toute la première quinzaine du mois de juillet. Est-ce qu'on parle d'un possible départ dès cet été, Johan, en Italie pour Moise Kean ? Vous savez, dès qu'il y a un joueur qui est bon en Italie, on parle forcément de son départ. Parce que malheureusement, le championnat italien est depuis plusieurs saisons un peu le supermarché de l'Europe, notamment pour la Première Ligue. Alors, la clause est quand même élevée pour un joueur qui réalise sa première très grande saison complète. Donc, il faudra voir s'il y a des clubs qui peuvent être intéressés. La deuxième chose, c'est que souvent, la porte de sortie, c'est la Première Ligue.
il a fait un premier passage qui n'a pas été positif. Est-ce que ça peut refroidir des plus gros clubs en se disant, on l'a vu à Everton, ça n'a pas marché. Alors certes, c'était il y a un certain nombre de saisons, mais malgré tout, c'est une première expérience qui n'est pas positive, qui peut aussi refroidir certains recruteurs ou directeurs sportifs. Il y a ensuite la position de la Fiorentina. La position de la Fiorentina, à chaque fois en cours de saison, c'est on vendra personne. Et quand le mercato arrive, c'est le meilleur joueur, il part. Ils l'ont fait pendant des années avec Nico Gonzalez, avec Vlahovic, avec Bernardeschi, avec Chiesa. D'ailleurs, ils sont tous partis à la Juve chez le grand rival. Mais ils sont aussi capables de laisser partir des joueurs pour des très grosses sommes. Donc, on verra. Moi, je suis pas persuadé qu'il y aura des top clubs européens pour Moise Kean dès cet été. Par contre, je suis persuadé que s'il fait une deuxième saison du même acabit, en étant aussi bon en Coupe d'Europe, alors il faudra voir où termine la Fiorentina, si c'est encore la Conference League. Le maître étalon est pas super génial par rapport à même rien que de l'Europa League ou évidemment de la Ligue des Champions. Mais je suis persuadé que sur une deuxième saison où il progressera encore, il faut voir ce qui va se passer avec la Nationale et on l'évoquera avec Thomas. Je pense que là, pour le coup, avec un peu plus de matière, il y a des clubs qui peuvent être intéressés évidemment par Moise. La sélection italienne, justement, avec cette saison XXL et puis les quelques absences également de Retegui, il est devenu, Lolo, une véritable option en sélection. Oui, complètement, et c'est assez récent. Effectivement, ça va aussi avec la bonne saison qu'il fait avec la Fiorentina, parce que Moise Kean, avec l'Italie, c'est quand même 21 sélections, 8 titularisations, 7 buts et 2 passes décisives, ce qui fait de lui quelqu'un de décisif toutes les 104 minutes, ce qui est très honorable. Mais il a vraiment eu, on va dire, sa chance et a profité de la blessure de Matteo Retegui en début d'année 2025 pour jouer la double confrontation face à l'Allemagne. Il a vraiment été excellent. Donc il y a vraiment la question maintenant en Italie de savoir est-ce qu'on peut les associer déjà au sein du schéma de Luciano Spalletti à 2 attaquants ou est-ce qu'il faut potentiellement choisir soit Kean, soit Retegui. Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Moise Kean peut être associé à Matteo Retegui dans ce duo d'attaque de la Squadra Azzurra? Je pense qu'ils peuvent être complémentaires, ouais. Après, ça dépend s'ils jouent à 3 derrière, à 5 derrière, et à 4. Ça dépend un peu du système de Spalletti. Encore, c'est un peu compliqué à comprendre, vu qu'ils ont pas mal de difficultés, mine de rien. Mais à deux, ils peuvent jouer tranquillement. Ça se complète. Moïse peut travailler pour l'autre et vice-versa. Donc oui, après, Moïse, l'avantage qu'il a aussi, c'est qu'il arrive mine de rien, physiquement, il est très solide. Il arrive aussi à faire l'attaquant de pointe et à dévier, donc avec des joueurs de côté offensif rapides, ça peut aussi aider la nationale. Qu'est-ce qu'il envisage de faire, Spalletti, là, lors du rassemblement du mois de juin, Johan? Eh bien, on va lui passer un coup de fil pour lui demander. Mais en dehors de ça, non. C'est le début des qualifs de la Coupe du Monde pour l'Italie, là. Ouais, et puis là, il ne s'agit pas de plaisanter parce que les 2 dernières Coupes du Monde, ok, c'est sympa, mais pas trop de suite non plus. Moi, je pense que dans son idée, il aime bien avoir un profil un peu différent pour associer à un 9. Donc, dans son 3-5-2, par exemple, un joueur comme Raspadori, pour moi, correspond beaucoup aux idées de Spalletti dans une association à 2 devant, c'est-à-dire un joueur très mobile qui a une qualité technique supplémentaire, une qualité de playmaker supplémentaire par rapport à Moise Kean, c'est-à-dire capable de beaucoup être dans le jeu associatif avec les milieux de terrain et aussi d'avoir la justesse technique pour servir le numéro 9 dans des situations aussi bien d'attaque placée ou de transition. On sait qu'il a essayé pendant un moment Lorenzo Pellegrini, donc lui qui était plus un 10, Raspadori c'est un 9,5. À 2 attaquants, je pense que ça peut marcher sur des configurations de match. Je ne sais pas s'il débutera un match comme ça, je l'imagine pas forcément. Je le vois plus se servir d'un joueur comme Raspadori et surtout en se disant Moise Kean, ça peut aussi être une alternative à Retegui. Et ce qui est important parce que derrière ces deux-là, Scamacca, on ne sait pas dans quel état il va revenir et quand il va revenir précisément parce qu'après sa longue blessure, il a fait une entrée pendant un quart d'heure, il s'est reblessé jusqu'à la fin de la saison, donc c'est un peu délicat. Et derrière eux, Lorenzo Luca de Udinese, c'est encore un peu tendre. Et on a d'autres joueurs qui sont encore finalement un peu tendres, même un Daniel Maldini qui a été appelé régulièrement pour jouer ce rôle de deuxième attaquant, un peu à la Raspadori. C'est tendre pour être titulaire. Donc je pense que c'est bien aussi en cours de match d'avoir un élément fort, un attaquant fort pour remplacer ton 9 titulaire ou pour l'associer si tu dois avoir une configuration de match un peu différente.
Enfin, en Italie, on s'est longtemps plaint de ne plus avoir d'avancante. Donc, là, il y en a plein. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Il y a Matteo Retegui et il y a donc Moise Kean qui sont tous les deux meilleurs buteurs donc, de Serie A. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Moise Kean. On lui souhaite évidemment une très bonne fin de saison parce qu'il y a encore plein de belles choses à jouer avec la Viola. Merci beaucoup Thomas Heurtaud, ancien coéquipier de Moise Kean. À bientôt sur RMC. Merci Johan, merci Lolo et on se retrouve très vite pour un nouvel After Italie. Ciao. RMC After Italie.